Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on poursuive dans nos halachot de Tzitzit et qu'on parle plus précisément et de façon un peu plus approfondie sur la cacheroute des tzitziot, des franges à proprement parler. Alors il y a une halacha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, qui se base sur un Tosfot, qui affirme donc qu'avant de réciter la bracha sur le talit, il faut vérifier la cacheroute des tzitziot. Donc si les tzitziot sont valables, sont cachers. En effet, s'ils ne sont pas kshérim, alors c'est comme si on portait un vêtement de quatre coins sans les tzitziot, et cela pose deux problèmes. Premièrement, on est en train de réciter une bracha en vain, une bracha levatala. Or, on n'a pas le droit de réciter le nom d'Hachem en vain, ça fait partie des interdits assez graves de la Torah. Et en plus, on est en train d'enfreindre d'une certaine manière un commandement positif, puisqu'on porte un vêtement de quatre coins et qu'il n'y a pas des tzitziot valables posés sur ce vêtement, alors qu'il y a une obligation, un commandement positif de poser des tzitziot sur les quatre coins du vêtement. Donc ça pose deux problèmes. Alors il faut préciser que si on sait que son talit est en bon état, qui est rangé dans une pochette, alors là, la vérification, elle n'est pas véritablement obligatoire. C'est une bonne chose, on verra, mais ce n'est pas véritablement obligatoire parce qu'on suppose que le talit reste caché jusqu'à preuve du contraire. Et c'est le principe, la notion de chazaka, de présomption, il n'y a pas de changement. Donc ça veut dire que, étant donné qu'il était caché hier quand je l'ai mis, eh bien, quand je le ressors de la pochette, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Normalement, il reste encore caché. Donc, quand on sait qu'il n'y a aucune raison que ça ait changé, la vérification n'est pas obligatoire. Et donc, si on est pressé et qu'on doit prier avec le minyan, etc., donc on n'est pas obligé de vérifier. Alors, le Magen Avraham, il fait quand même remarquer que la notion de chazaka, la notion de présomption que les choses ne changent pas, on s'en sert dans la halakha quand on n'a pas de moyen de vérifier. Alors là, on peut tout simplement vérifier et regarder les tzitziot. De plus, les fils ont tendance parfois à se casser, ils peuvent se coincer entre deux chaises ou que sais-je. Donc c'est possible qu'il y ait un changement. Donc ce n'est pas une chazaka qui est tellement évidente, ce n'est pas une présomption sur laquelle on peut tout le temps et franchement s'appuyer. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, il faudrait vérifier son talit avant de l'enfiler, sauf si, comme on l'a dit, on est sûr qu'il est resté dans une pochette, qu'il n'y a pas eu de changement qui ont pu se passer normalement, et qu'on est pressé, qu'on est arrivé juste à la tfila, par exemple. Dans ces cas-là, la vérification n'est pas obligatoire. En revanche, même si on est pressé, si on emprunte un talit au Bet Knesset, on emprunte un talit à quelqu'un, on n'a aucune idée de son état, eh bien là, la vérification sera obligatoire parce qu'on ne va pas réciter une bracha si on n'est pas sûr qu'on est en train de porter véritablement un talit valable. Alors, juste il faut faire remarquer aussi que dans le Minhag Ashkenaz, on porte le talit pour monter à la Torah, et y compris pour Shabbat, quand on monte à la Torah, Mincha de Shabbat ou lundi-jeudi, on a l'habitude aussi de porter un talit quand on fait Chazan, y compris pour les tfilotes de Mincha et de Harvit. Donc, quand on prend ces talitot-là, si c'est juste pour monter à la Torah ou juste pour être Chazan, pour le Kavod Hatzibour, dans le Minhag Ashkenaz, on ne dit pas la bracha sur le talit dans ces cas-là. Donc, ça rend la vérification des tzitziot moins urgente dans ces situations. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Ça veut dire quoi? Je vais regarder mon talit, je vais vérifier. Eh bien, déjà, il faut vérifier tout d'abord que les quatre tzitziot soient effectivement présents sur le vêtement. Hein, s'il en manque un, eh bien, on peut pas dire le bracha sur la talit, évidemment. Et il faut bien vérifier, surtout, que les quatre fils des tzitziot soient bien insérés dans le vêtement. Il y a plusieurs façons de l'insérer, hein, pour les tzitziot katan, pour le tzitzit katan notamment. En tout cas, là où il faut absolument faire des vérifications, c'est au niveau où les fils rentrent dans le vêtement. S'il y a une cassure à ce moment-là, évidemment, le tzitzit n'est pas kasher. Donc il faut absolument que les quatre fils soient rentrés dans le vêtement et qu'il n'y ait pas une cassure à cet endroit-là. Donc ça, c'est une première chose qui est, on va dire, éliminatoire. Alors, concernant la longueur requise des fils,
Ça veut dire qu'on a des nœuds, ce qu'on appelle des chouliot, qui sont une première partie des tzitziot, et ensuite on a des franges, des fils qui terminent les tzitziot. Alors quelle est la longueur minimale pour que le tzitzit soit kasher? Eh bien, le Shulchan Aruch rapporte qu'il faut que ces fils-là soient d'une longueur de kedé aniva, ça veut dire la longueur suffisante pour pouvoir en faire un nœud. Assez longue pour faire un nœud coulant même. Alors le Biur Halacha explique qu'une longueur de 2 pouces, soit environ 4 cm, serait suffisante. Donc ça veut dire que si on a un fil qui s'est cassé, par exemple celui-ci, mais qui a une longueur de plus de 4 cm, eh bien le tzitzit reste kasher. D'accord? Normalement, on verra que pour le hidur mitzvah, il doit être 2 fois plus long que là où il y a les nœuds, mais bediavad, s'il est cassé et qu'il a une longueur, qu'il garde une longueur de 4 cm, le tzitzit est kasher. Alors si maintenant un des fils est coupé, un des fils est coupé beaucoup plus court, voilà, et il n'a pas 4 cm, comme par exemple c'est le cas ici, voilà, il y en a un, il fait pas 4 cm, les autres sont coupés mais ils sont plus longs, ils font 4 cm, et là, est-ce que mon tzitzit est kasher? Eh bien, s'il y en a un seul, qui a moins de 4 cm sur toutes les 8, sur tous les 8 fils qui pendent, sont en vérité 4 fils pliés en deux et noués entre eux. Donc, sur tous ces 4 fils, il y en a un qui est coupé, qui est cassé, et que tous les autres ont ce qu'on appelle kedé aniva, ont la longueur de 4 cm, eh bien, le tzitzit reste kasher. Alors, ça, s'il y en a 2 qui sont coupés comme ça, est-ce que le tzitzit reste kasher? Alors là, ça dépend des situations, parce que si c'est du même côté et qu'on la fabrique de telle sorte à ce qu'on sache que les 4 restent les mêmes, c'est-à-dire que les 4 fils restent toujours du même côté quand on les noue, donc on sait que ces 4-là, eh bien, se terminent de l'autre côté, d'accord, quand on les a noués à la fin, eh bien, à ce moment-là, on peut dire que s'il y en a 2 du même côté qui sont cassés, ce n'est pas le même fil. C'est pas le même fil. Mais ça, on n'en est pas sûr. Ça dépend vraiment de la façon dont le talit a été fabriqué. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, ça dépend aussi des avis. Ça dépend aussi des avis. Donc, à partir du moment où il y a 2 fils qui sont cassés, là, ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème si c'est pas fabriqué d'une certaine manière, etc. Et quand c'est un talit qu'on emprunte ou un talit du Bet Knesset, donc justement là, on n'a pas vraiment d'idée de la façon dont les tzitziot ont été noués, eh bien, mieux vaut le mettre de côté et en prendre un autre. Donc ça, c'est une vérification importante. Donc première vérification importante, l'endroit où les fils sont insérés dans le vêtement, il faut que rien ne soit cassé à cet endroit-là. Et deuxième vérification, que la longueur des fils soit au minimum de 4 cm. C'est un minimum, c'est pas le hidour, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose, mais tant qu'il y a un minimum de 4 cm, c'est kasher. Et s'il y en a un seul qui fait moins de 4 cm, ça reste encore kasher. Un seul, y compris dans chaque tzitzit. Hein. Mais si dans un même tzitzit, il y en a 2, là, ça peut commencer à devenir problématique et il faut changer de talit. Alors maintenant, si les fils sont en bon état, mais que les nœuds se sont défaits, ça peut arriver souvent, surtout quand les tzitziot sont neufs, eh bien le tzitzit reste kasher. Alors il faut savoir que le nombre de nœuds et de chouliot et de vertèbres correspond en général à certaines recommandations allusives. Par exemple, on fait 5 fois un double nœud, donc c'est une référence aux 5 Rumashim, c'est ce que rapporte le Mishnah Berurah. Donc ça fait 10 nœuds en tout, ça correspond aux 10 Sphirot, donc dans la Kabbalah du Hari Akadosh, d'accord. Vous avez aussi d'autres simanim, d'autres symboliques, par exemple le fait qu'il y ait 5 doubles nœuds, 5 fois des doubles nœuds sur les tzitziot, et que les 4 fils soient doublés, donc il y en a 8 en fin de compte, 8 franges, eh bien ça donne 13, et la valeur numérique du mot tzitzit, c'est 600. Donc ça rappelle les 613 mitzvot. C'est une allusion de Gematria qui est très connue. Effectivement, le sens de la mitzvah des tzitziot, comme le pasuk le dit, c'est Ur item oto, vous les verrez, uzchartem et kol mitzvot Hashem, et vous vous rappellerez toutes les mitzvot du Créateur, toutes les mitzvot d'Hachem. Donc le nombre de
de nœuds et le nombre de chouliot, de vertèbres des tzitziot étant lié à des allusions numériques, mais donc ça ne pose pas de problème. C'est pas une obligation formelle, une obligation halachique. D'ailleurs, dans certaines coutumes, comme on va le voir, certains ne font pas de nœuds du tout. Donc même si ce n'est pas un hidour et que c'est bien de le réparer dès que possible, pas pendant Shabbat bien sûr, on ne fait pas de nœuds pendant Shabbat, ça fait partie des 39 travaux, eh bien si les fils se sont dénoués, le tzitzit reste cachère et on peut dire la bracha dessus. Maintenant, encore une fois, dans le hidour, pour la beauté de la mitzvah, les chachamim ont institué que les fils soient 2 fois plus longs que la zone où on fait des nœuds. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec tous les nœuds, il y a une certaine longueur, mettons que ça fait une douzaine de centimètres, eh bien, il faudrait que les fils ensuite fassent une longueur de 24 centimètres. Alors c'est pas le cas ici, mais idéalement, quand vous avez des tzitzit neufs, c'est la longueur minimale qu'on attend de ces fils. Ça, c'est pour la beauté de la mitzvah, la beauté des tzitzit. Alors, est-ce que la façon dont les nœuds sont faits, ça peut poser un problème? Alors, comme on l'a dit, c'est lié surtout à des minhagim et à des références dans le remez ou dans le sod, des références dans les allusions et dans la Kabbalah. Donc, il y a plusieurs façons de nouer les tzitziot. Il y en a qui font simplement tourner les fils entre les doubles nœuds. Ils font une série de tours autour il y a un fil qu'on appelle le chamage qui va tourner autour des 7 autres fils. En réalité, ce sont 4 fils, encore une fois, qui sont repliés, mais autour des 7 autres, puisqu'on les a repliés, ça en fait 8. Donc, la coutume la plus répandue dans les communautés ashkénazes consiste justement simplement à faire tourner le fil autour de l'ensemble des fils. D'autres font un nœud à chaque tour. C'est le minhag répandu dans les communautés sfarades, même s'il y a beaucoup d'ashkénazim aussi qui le font. Il y en a qui font un nœud tous les 3 tours. C'est ce que j'ai vu sur les tzitziot dans la chassidoute Chabad notamment. Et les yéménites, eux, ne font pas de nœud du tout. Ils se contentent de faire des tours, quelques tours les uns après les autres. Et c'est à cet endroit-là que les fils sont noués, et c'est seulement après que les fils sont lâchés. Alors toutes ces façons de faire sont parfaitement cachères. Et on peut dire la bracha sur un talit, même si les tzitziot ne sont pas noués comme sa coutume ancestrale, c'est pas du tout un problème. Mais comme on dit dans la Gemara, il y a un adage halakhique, Nahara ou Pashté, chaque fleuve a son passeur, donc chaque minhag a ses raisons et reste cachère en l'occurrence. Alors, le Shulchan Aruch rapporte qu'il faut démêler les fils des tzitziot avant de le porter. Donc là aussi, c'est quelque chose à faire avant de porter les tzitziot, de démêler ces fils. Il faut pas porter un talit quand les fils sont emmêlés entre eux. Et le Hari Akadosh, il recommande même de le faire de façon systématique. Et il dit que le mot tzitzit, chacune des lettres peut former un acrostiche, donc tzadik, yafrid, tzitziotav, tamid. Le tzadik démêle sans cesse ses tzitziot. Donc ça, c'est ce que dit le Hari Akadosh, qui est rapporté par le Mishnah Berurah, par le Rav Yosef Chaim de Bagdad dans le Ben Ishraï. Donc c'est une halakha qui est rapportée par le Tour et par le Shulchan Aruch. Alors, quand les fils sont normalement posés dans la pochette, etc., et démêlés, c'est pas nécessaire, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais par contre, c'est important, si on a nettoyé son talit, et que les fils ont pu s'emmêler dans le lavage, bien sûr, à ce moment-là, c'est important de le démêler. Alors, d'après le Magen Avraham, c'est pas une obligation, c'est une mitzvah en souvenir du Pétil Techelet, du fil d'azur, qui lui ne devait pas être emmêlé avec les autres fils qui restent blancs. Et d'après le Gaon de Vilna, même si on ne porte que des fils blancs, il y a quand même une obligation d'avoir des fils qui soient démêlés. Et si les fils sont emmêlés, ça peut même poser un problème concernant la bracha. C'est ce que rapporte le Biur Halacha. Le Biur Halacha dit que selon le Gaon de Vilna, qui pense que c'est une obligation même avec des fils blancs, ce n'est pas seulement en souvenir
du Pétil Techelet en souvenir du fil bleu, eh bien, pour le Gaon de Vina, il est possible que si on a des fils emmêlés, eh bien, on puisse pas dire la bracha sur le talit. Donc, c'est encore quelque chose à faire attention, surtout pour les talits katan, qu'on lave parfois à la machine, et le mieux, ça reste quand même de veiller à ranger le tzitzit katan dans un filet, de façon à ce que même dans le lavage, les fils ne s'en mêlent pas. D'accord? Parce que c'est assez compliqué une fois que c'est emmêlé, et bien emmêlé, c'est quand même assez difficile à démêler, et le mieux, c'est de ne pas rentrer dans ce genre de problème. Alors, puisqu'on a parlé du fil bleu, du pétil techelet des tzitziot, d'où ça vient? On voit parfois des talitotes qui en sont pourvus. Alors, comment ça se fait que la plupart des talitotes n'ont pas ce pétil techelet? Pourquoi certains en ont? Et d'où ça vient? Eh bien, la Torah dans Bamidbar, dans Shelach Lecha, donc un des passages où on mentionne la mitzvah de tzitzit, précise que Vesamtem al tzitzit hakanaf pétil techelet, qu'il faut poser sur le tzitzit qui est sur le coin, pétil techelet, un fil d'azur, un fil de techelet. Donc celui-ci, comme rapporte Rashi, il est là pour rappeler la couleur de la mer, il est azur comme la mer, et la mer doit nous rappeler le ciel, et le ciel doit nous rappeler le Kiseh HaKavod, le trône de gloire du Créateur. Donc c'est une façon de se rappeler le Créateur. Évidemment, encore une fois, l'esprit du tzitzit est là pour rappeler toutes les mitzvot Hashem, ou reitem oto, ou zchartem et comme mitzvot Hashem, vous le verrez et vous vous rappellerez toutes les mitzvot d'Hashem, toutes les mitzvot du Créateur. Alors maintenant, depuis l'époque de la destruction du Beth Amikdash, quelques années après certainement, puisqu'on a dû certainement continuer pendant l'époque des Tanaïm et même des Amoraïm à fabriquer le Techelet, mais vraisemblablement c'est devenu de plus en plus difficile de s'en procurer, ce qui fait qu'à l'époque des Gaonim, déjà, on ne parlait plus du Techelet alors qu'ils ont parlé de toutes les mitzvot. Le Radbaz, donc c'est un auteur du XVIe siècle, témoigne d'ailleurs que l'animal à son époque n'était pas du tout connu, que c'est un animal rare qui n'était pas du tout connu. À la fin du XIXe siècle toutefois, donc ça veut dire que pendant des siècles, on n'a pas eu de Techelet depuis la période des Tanaïm, voire des Amoraïm. Peut-être à cette époque-là déjà ça commençait à se raréfier et ça a été totalement perdu depuis le haut Moyen-Âge, donc jusqu'à très récemment, il n'y avait plus de Techelet et les tzitziot étaient systématiquement blancs. Pourquoi blanc? Pourquoi pas d'autres couleurs comme la couleur du vêtement? Ça, on en a parlé dans notre précédente vidéo. Mais à la fin du 19e siècle, le Rav Gershon Hanoch de Rougine a affirmé avoir retrouvé le chilazon. Le chilazon, c'est le nom de l'animal dont on tire le techelet, dont on tire l'azur. Et il a désigné la sèche. Il a dit, la sèche, c'est certainement le chilazon. C'est un poisson marin qui relâche de l'encre, qui peut effectivement ressembler à l'azur après un certain traitement, si on le mélange correctement. Et donc il a beaucoup encouragé à remettre le pétil techelet suivant ses recherches, mais beaucoup ont rejeté son opinion. Alors néanmoins, il y a quelques chassidouyot, quelques groupes chassidiques qui ont continué à la pratiquer, notamment chez les chassidim de Breslav. C'est pour ça que vous verrez dans les talitotes des chassidim de Breslav un fil bleu, c'est un fil de techelet selon la chita du rabbi de Rougine, c'est-à-dire fait avec de l'encre de sèche. Alors maintenant, comme on l'a dit, beaucoup ont rejeté cette opinion et effectivement, il y a de bonnes raisons de penser que la sèche n'était pas le chilazon, seulement plus tard, le Rav Yitzhak Herzog, qui lui-même a rejeté la thèse du rabbi de Rougine, lui a proposé plutôt une sorte d'escargot marin, un coquillage qu'on appelle le Tronculus murex, on appelle en hébreu le chilazon argaman, et il affirme que c'est le chilazon authentique. Il en a même fait une thèse de doctorat, donc c'est le Rav Yitzhak Herzog. C'est un immense Talmid Chacham, et c'était aussi quelqu'un qui avait de larges connaissances scientifiques. Maintenant, à son époque, la couleur qu'on obtenait avec ce coquillage, c'était plutôt une couleur pourpre, plus proche du pourpre que de l'azur. C'est pourquoi lui-même, même le Rav Yitzhak Herzog, n'a pas encouragé à l'utiliser comme pétil techelet. Maintenant, avec les années, les preuves, notamment archéologiques, se sont accumulées dans le sens du Rav Yitzhak Herzog. Et en plus, il y a environ 15-20 ans, on a commencé à retrouver la technique permettant
de faire varier la teinte de pourpre, de argaman, vers le techelet, vers la teinte d'azur. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette teinte azur qu'on retire de ce chilazone, elle ressemble à une autre teinte qui est faite à base de végétaux, qui est beaucoup moins résistante par contre quand on l'utilise pour teindre des vêtements, et ça confirme des sources qui sont dans la Gemara, qui disent qu'on pouvait tromper son monde en utilisant du kalé aylan plutôt que du véritable techelet. Donc les preuves s'accumulent de plus en plus concernant le chilazone, concernant ce fameux coquillage du Tronculux. Et maintenant, donc ça se propage, on va dire, de petit à petit, mais l'habitude d'utiliser ce techelet dans les tzitziot, ça reste, en tout cas aujourd'hui, ça reste assez minoritaire. Pourquoi? Alors il y a une réticence à changer des habitudes séculaires, d'avoir eu des tzitziot uniquement blancs pendant des siècles, et il y a aussi une certaine déférence qu'on a à l'égard des Gdolé Israël, des grands en Torah des dernières générations qui n'ont pas pris la peine de placer ce pétil techelet sur leurs vêtements, sur leurs talitot. D'ailleurs, il y a j'aimerais terminer avec ça, il y a un des arguments pour rejeter l'utilisation du pétil techelet, c'est le fait que le Hari Akadosh ait dit que c'est uniquement lors de la délivrance finale, lors de la Biat Mashiach, quand le Mashiach viendrait, que le peuple d'Israël retrouverait enfin le Techelet. Alors, est-ce qu'on est assez proche de la délivrance finale pour renouveler la pratique du Techelet? C'est une question assez intéressante et je resterai sur cette question en espérant qu'on aura une réponse positive. Bimera be'amenu, très prochainement. Amen, ken yeh ratzon. Voilà, donc on a fait un petit tour des halachot concernant la cacheroute des tzitziot. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.